On va démarrer ce webinaire pour pas perdre, voilà, pour ne pas être en retard sur la suite. Donc, effectivement, donc on est sur le dixième webinaire donc, du cycle de l'art, pardon, les webinaires Une heure pour comprendre et agir. Donc, je suis Aurélie Ruffinati. Aujourd'hui, donc, on accueille une personne venant de Montpellier, donc qui est Monsieur Luc Lignon. Alors, j'essaie de passer faire mes diapositives. Est-ce que ça... Voilà. Donc, qui est directeur de la politique alimentaire sur la commune de la ville de Montpellier et qui donc va nous présenter tout à l'heure du coup son expérience sur Ma cantine autrement, l'expérience de Montpellier. Avant de démarrer, donc je suis aussi accompagnée de Claire Poulain qui va m'aider sur ce webinaire à prendre les questions et les réponses. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions dans le chat ou dans le dispositif questions-réponses, mais voilà, on essayera donc de les prendre au fur et à mesure voilà, de vos questionnements. Oui, vous aurez les présentations, voilà, je le précise dès le départ parce que c'est souvent des questions qui reviennent régulièrement. Donc, le webinaire est enregistré et la présentation sera également disponible et pour pouvoir y accéder après en replay. Donc, pour démarrer, donc, je vais vous présenter rapidement en deux mots. Donc, moi, je suis Aurélie Ruffinati, donc je suis la responsable de la direction de la transition écologique des territoires. J'excuse du coup ma directrice Audrey Michel qui est donc directrice de l'agence. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le sujet de Ma cantine autrement, l'expérience de Montpellier. Au niveau de l'agence, donc l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, donc c'est une agence publique qui est née depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années. On a la mission principale, c'est mobiliser tous les acteurs et accompagner donc les territoires à la fois dans les questions de la transition écologique, mais également donc la préservation de la biodiversité. On est une équipe de 38 agents qui travaille sur 4 champs d'intervention. Le premier qui est donc accompagner les collectivités dans leur démarche, donc via du conseil, des formations. On a aussi des dispositifs de labellisation, que ce soit le label territoire durable, territoire engagé pour la nature, le label Parc Plus, donc sur les parcs d'activité, ou encore la question du zéro déchet plastique. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a donc une mission d'accompagnement sur les questions de l'alimentation durable et de la restauration collective. On a aussi pour rôle d'informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité. Pour cela, on a notamment un site qui s'appelle Les Chemins de la biodiversité, qui est un site grand public sur lequel vous allez pouvoir retrouver des informations sur différentes activités que proposent des partenaires sur la question de la biodiversité. Au niveau aussi de la sensibilisation du jeune public, notamment au niveau de l'éducation avec un dispositif Les aires éducatives qui permet effectivement de mettre au cœur d'un projet de gestion d'espaces naturels des élèves, voilà, qui est aussi très intéressant, et des actions de sensibilisation et de formation auprès notamment aussi des élus grâce à un dispositif qui s'appelle le Biodif Tour ou encore de la formation sur les questions de nature en ville. D'autres champs d'intervention de l'agence, c'est améliorer et valoriser les connaissances donc, sur l'environnement et la biodiversité. On anime notamment 3 observatoires régionaux, un sur l'observatoire régional donc, de la biodiversité, un sur l'eau et les milieux aquatiques, et un dernier qui est donc sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc voilà, je vous ai mis, vous trouverez de toute façon toutes ces informations sur le site internet de l'ARP et vous pourrez aller du coup découvrir ces 3 observatoires. Et on a aussi pour rôle d'animer des réseaux d'acteurs, notamment de gestionnaires, des gestionnaires donc, de milieux aquatiques et d'espaces naturels, et également des programmes de coopération. Donc, on en a un sur le LIFE Habitat Calanque, donc pour préserver effectivement le territoire lié au Calanque, et des programmes européens de coopération sur les questions de biodiversité.
Je, je m'attarde pardon, pas plus sur la présentation de l'agence parce que je voudrais vraiment laisser place effectivement au retour d'expérience. Vous retrouverez du coup de toute façon toutes les informations donc, sur notre site internet et également voilà, toutes les informations sont disponibles. Concernant le cycle actuel, donc effectivement, ce webinaire s'inscrit donc dans un cycle de webinaire 1 heure pour comprendre et agir que nous avons déployé cette année. Donc on est sur le 10e, hein, il en restera plus qu'un d'ici la fin de l'année. Un deuxième, une programmation 2022 est déjà en cours de préparation. Voilà, donc le principe, hein, c'était effectivement 1 ou 2 mardis par mois sur le créneau 13h-14h pour vraiment avoir 1 heure sur des sujets précis. Vous retrouvez après voilà, tous ces replays, enfin tous ces webinaires, vous pouvez après avoir accès sur notre site. Donc aujourd'hui, on est là pour parler effectivement de la cantine autrement et donc la restauration collective durable. Donc nous, c'est une mission que l'on porte à l'agence là depuis 3 ans. On a notamment accompagné 26 collectivités sur cette notion-là, à travers donc notamment un accompagnement collectif qui permettait d'aborder différents sujets, des sujets qui seront abordés de toute façon tout à l'heure par Monsieur Lignon, que ça soit effectivement le gaspillage alimentaire, comment le travail sur l'approvisionnement local, bio, etc. Donc voilà, on a pu comme ça accompagner plusieurs collectivités sur ces sujets-là. On propose aussi des outils. On a notamment un argumentaire qu'on a fait notamment à destination des élus pour voilà, comprendre sur le pourquoi aller sur le bien manger dans ma cantine. Donc, voilà, donc des arguments et des actions exemplaires pour vous aider à vous lancer. D'autres outils vont venir en complément. Voilà, il va y avoir des fiches végétariennes qui vont être réalisées. Des outils type voilà, un memento pour faciliter le suivi de l'exécution des marchés de prestations de fournitures dans la restauration collective. Donc voilà, c'est pour vous montrer voilà, le type d'outils que l'on peut vous proposer. Et puis donc aujourd'hui, donc effectivement, je vous ai dit que j'étais accompagnée aussi de Claire Poulain qui va m'aider sur ce webinaire sur les questions-réponses. Mais c'est également donc notre chargée de mission en charge des questions du zéro déchet plastique à l'agence. Donc une mission qui nous est chère et sur lesquelles effectivement il y a beaucoup de liens entre la restauration collective et la question du zéro déchet plastique. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur ces sujets-là. Voilà, Claire elle sera aussi à même à répondre aujourd'hui. Je ne fais pas plus long parce que voilà, l'objectif, c'était vraiment de présenter l'expérience de la ville de Montpellier. Donc, je laisse la place du coup à Monsieur Lignon pour nous présenter tout ça. Merci Aurélie, merci de me permettre de présenter ma cantine autrement devant un beau panel de webinaristes. Je ne sais pas comment on appelle les personnes suivant les webinaires. Donc, je suis Luc Lignon, directeur de la politique alimentaire à la ville de Montpellier. Je suis issu d'un parcours hôtellerie-restauration classique, ingénieur production, un parcours de 8 années en restauration gastronomique et depuis 1990 en restauration collective. Donc je suis tombé amoureux, vous allez mieux comprendre le projet que j'ai posé ma cantine autrement au travers de. J'ajoute que pour la petite histoire, je suis petit-fils d'agriculteur aussi, ce qui rajoute un lien supplémentaire à l'histoire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Aurélie, est-ce que vous m'entendez bien avant que je commence? Oui. Donc je vais vous proposer donc de vous relater l'aventure Ma cantine autrement qui a débuté en 2014. Et dont la première tranche s'est terminée en 2021, puisque je vous présenterai aussi la suite de Ma cantine autrement qui va démarrer dès 2022. Donc, Ma cantine autrement, c'est un vaste programme qui a pour point de départ la politique agroécologique et alimentation posée par la métropole et la ville de Montpellier en 2015,
Donc, la métropole de Montpellier est une des premières métropoles en France à écrire sa politique agroécologique et alimentaire, qui sera labellisée, qui sera un des premiers PAT labellisés en 2016. Donc, avec vraiment l'idée de poser un système alimentaire plus durable sur son territoire. Le deuxième acte fort, c'est la signature du pacte de Milan. Et c'est vraiment l'essence même de l'idée de Ma cantine autrement, puisque ce sont les villes, les territoires qui s'approprient leur système alimentaire de manière à les rendre plus durables. Il y a 200 villes à l'heure actuelle qui ont signé ce pacte de Milan, avec l'idée de d'abord penser territoire, puis l'étendre au fil du temps, et surtout de partager et d'échanger des expériences. Et le troisième levier fort de la genèse de Ma cantine autrement, c'est un changement complet de stratégie à la ville, avec une innovation institutionnelle, la création d'une direction de la politique alimentaire. Bien souvent, dans les collectivités territoriales, on a la restauration qui est intégrée totalement à une direction de l'éducation, de la jeunesse, de l'enfance ou autre. Là, il y a vraiment l'idée de parler alimentation, mais au-delà de la restauration scolaire. C'est-à-dire que la direction de la politique alimentaire balaye l'ensemble de la chaîne alimentaire, de l'achat jusqu'à la valorisation des déchets. Donc, en quelques mots, la direction de la politique alimentaire, qu'est-ce que c'est à la ville de Montpellier? C'est 3 services. C'est 15 500 repas par jour et distribués dans les 85 restaurants scolaires de la ville. C'est un service unité centrale de production, un service qualité diététique et un service intendance-maintenance. Donc, lorsqu'on a constitué cette direction, nous avons tout de suite défini la stratégie. Ça, c'est primordial. Lorsque on veut engager un travail sur l'alimentation ou la restauration scolaire, il faut absolument définir sa stratégie. Donc, nous, on a défini l'alimentation durable telle qu'on l'a souhaité pour nos enfants, pour les enfants de la ville de Montpellier. Donc, on a souhaité avoir une alimentation durable qui se définissait de cette manière, de qualité, en regroupant la totalité de la qualité organoleptique, nutritionnelle, saine, l'aspect santé, éthique, l'aspect relation commerciale juste et équitable, et bien sûr accessible au plus grand nombre. Alors, une fois qu'on a posé cette définition, on s'est dit, oulala, mais comment on fait et surtout, d'où on vient? Donc, il a fallu pour ça réaliser 2 états des lieux. 2 états des lieux assez exhaustifs. Donc, le premier, en 2014, c'est l'état des lieux de la restauration scolaire, donc des 85 restaurants scolaires, et qui a proposé des constats assez alarmants, puisqu'on avait déjà un système de table ouverte qui a engendré une surproduction de 15%. Donc, on avait environ 130 000 repas qui étaient jetés chaque année. Un coût de revient largement supérieur à ce qu'on pouvait constater à l'époque en France. 2% à peine de produits bio. Et encore, il fallait vraiment les chercher. On avait 10% de produits qu'on pouvait qualifier de durables. Un gaspillage alimentaire qui était inconnu, mais qu'on soupçonnait assez volumineux. Un plan alimentaire classique, c'est-à-dire pas d'innovation, pas de prise en compte des nouveaux besoins des consommateurs, et un marché alimentaire massifié avec 24 lots. Une distribution des repas, la plupart du temps en service à table, 0 self dans la ville, et très peu de personnel qualifié et formé. Le deuxième état des lieux était, alors là, c'était le premier état des lieux, c'était celui de la ville, typiquement la restauration scolaire de la ville. Mais comme on voulait poser un système alimentaire durable sur l'ensemble du territoire, il fallait qu'on ait une idée aussi à la fois de la stratégie conduite par les 31 communes qui constituent la métropole de Montpellier, mais aussi qu'on aille voir comment se passait la restauration scolaire et quels étaient les besoins des uns et des autres. Donc, on a fait un état des lieux complet de la restauration collective de la métropole.
ce qui nous a permis donc de dégager un socle commun à tous autour de quelles actions, quels axes de travail engager pour essayer d'aller vers un système alimentaire durable. Donc, toutes les communes se sont mis d'accord sur 4 actions à prioriser. Donc, favoriser la proximité. Donc, le bio était important pour la plupart des communes, mais le bio, s'il était local et de proximité. Donc, c'était vraiment la notion de proximité en premier. Optimiser la qualité, qu'elle soit sanitaire, organoleptique ou nutritionnelle. Renforcer les compétences des professionnels, donc la formation, et lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, on avait 2 états des lieux. On avait des situations quand même qui étaient la situation de la ville de Montpellier alarmante, puisqu'il y avait vraiment, on avait noté beaucoup de retard en termes de process de production, en termes de management, en termes d'organisation. Et côté métropole, de fortes envies. On s'est posé la question devant l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on pouvait y arriver seul ou est-ce qu'il fallait qu'on essaye d'amener avec nous le plus grand nombre en fonction des compétences, en fonction des champs, des champs à explorer. Voilà. En gros, est-ce que tout seul on peut y arriver ou est-ce qu'on avait besoin de personnes autour de nous? Et évidemment, on avait besoin de personnes autour de nous puisque vous allez le voir par la suite, les partenariats qu'on a engagés avec les parties prenantes de l'alimentation sur le territoire ont été primordiales. Donc, on a réalisé 3 conventions, une convention avec Supagro et la recherche, donc Supagro, le CIRAD, Moïsa. On a la chance à Montpellier d'avoir un très beau terreau de recherche. Et on a aussi conventionné avec la Chambre d'agriculture et avec OCBio. Ces différents partenariats nous ont accompagnés dès le début, depuis 2015, et continuent à nous accompagner et nous apportent leurs compétences, leur éclairage sur les différentes thématiques qu'on a été obligés d'engager, nous apportent de l'innovation et nous apportent aussi de la matière grise au travers de stages réalisés par des étudiants d'un excellent niveau. Donc, on avait toutes les conditions réunies pour poser un projet ambitieux. Il n'était pas question de faire comme on fait la plupart du temps, c'est-à-dire on fait un plan annuel d'action, on travaille cette année sur le gaspillage alimentaire, l'année d'après on va travailler sur l'approvisionnement de proximité, l'année d'après on va faire de la sensibilisation. Non, il fallait, au regard de la quasi-feuille blanche qu'on avait sur l'état des lieux, il fallait qu'on pose une approche systémique, une approche globale et qu'on construise un système qui allait prendre la totalité on va dire des actions engagées pour pouvoir imaginer d'avoir une performance par la suite. Donc, on a construit un système autour de 4 axes, 4 piliers, composé de 25 actions très fortes et toutes en interaction les unes avec les autres, vous allez le voir par la suite. Donc concrètement, l'idée de Ma Cantine Autrement, c'est bien acheter, bien produire, bien accompagner, bien sensibiliser. Chaque axe de travail, donc le premier, c'est construire une politique d'achat de proximité, structurer les filières d'approvisionnement. Chaque axe a 2 sous-objectifs majeurs. Sur l'axe 1, on est sur développer l'introduction de produits durables et bio et réduire de 60% les produits ultra transformés. Sur l'axe 2, on est sur la gestion de production, réduire la surproduction des repas autour de 5% et favoriser et développer une production culinaire durable. Sur l'axe 3, on est sur la modernisation et l'optimisation du temps du repas qui est essentiel pour arriver à une performance globale, donc former les agents à l'accompagnement du temps du repas et intégrer l'enfant à son territoire par l'alimentation. Et enfin, le dernier axe était basé sur le développement durable, donc aller au final du système alimentaire durable, donc lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser enfants, parents, professionnels à l'alimentation durable. Donc, on a engagé ce plan d'action et évidemment, on n'a pas engagé toutes les actions au même moment
en même temps, ce n'était pas possible et ce n'était pas pertinent non plus, puisque pour que le système se mette en place, il y a certaines actions qu'il fallait engager dès 2015-2016 et certaines actions que nous avons programmées en 2019, parce que si elles avaient été programmées avant, elles n'auraient pas eu de sens. Parce que n'oublions pas que l'idée d'un système alimentaire durable, c'est justement sa durabilité. Mais il faut être crédible lorsqu'on lance une action. Si en 2015, j'avais commencé à lancer des actions de sensibilisation auprès des parents et des enfants, on n'aurait pas été crédible parce qu'on allait les former, les informer sur des actions et sur des bonnes pratiques que nous-mêmes n'étions pas en mesure de proposer. Donc, il s'agissait dès le départ de travailler sur la politique d'achat. Donc, on a travaillé à structurer les filières d'approvisionnement, on a travaillé sur les modes de rédaction des appels d'offres, on a complètement changé de paradigme en termes de politique d'achat, on a maintenu nos critères qualité à 80% sur la qualité et 20% sur le prix, et on a construit une démarche par famille de produits. On a alloti au maximum lorsque c'était pertinent et lorsque ça nous apportait une performance sur à la fois la proximité, la qualité et l'accessibilité aux TPE, PME. Actuellement, donc, nous avons 103 lots de denrées alimentaires. La moyenne nationale, c'est 30. On reviendra sur l'intérêt derrière après. Sur l'axe 2, les actions qui ont été engagées, c'est d'abord un nouveau système de réservation de repas pour essayer de limiter et de réduire au maximum le gaspillage alimentaire qui était issu de ce système de table ouverte. Mais en même temps, comme vous l'avez compris, dans l'alimentation durable chez nous, il y a la notion d'accessibilité au plus grand nombre. On l'a couplé à un système de tarification sociale. La tarification sociale chez nous, ça démarre à 0,50 centimes jusqu'à 4,95. 70% des familles de Montpellier payent moins de 2 euros le repas proposé à l'heure actuelle. C'est vous dire l'importance de ce système de tarification. On a intégré un logiciel de production assisté par ordinateur, très important. On a créé un plan alimentaire durable qu'on a appelé dès le début flexitarien, parce qu'on a là aussi proposé de nouveaux modes de consommation et on a souhaité au travers de ce plan alimentaire qu'il soit ouvert à tous. Et on a intégré donc des nouveaux modes de consommation. Il y a 4 offres alimentaires possibles aujourd'hui chez nous, flexitarien, sans porc, sans viande et végétarien. Le troisième axe, pour les actions du troisième axe, donc là, on était au cœur de l'environnement du repas. Donc, on a posé des formations pour les professionnels. On a créé des formations avec le CNFPT qui n'existaient pas, hein, notamment sur l'accompagnement du temps du repas. On a créé, nos diététiciennes ont créé aussi une formation interne sur l'approche nutritionnelle, l'approche de l'aliment, la relation de l'enfant à l'aliment. On a amélioré l'accompagnement du temps du repas par la mise en place de matériel adapté à l'accompagnement du repas pour l'enfant. On a des matériels de découpe, mais aussi des matériels ergonomiques. Et on a revu l'ensemble de l'environnement du repas en le modernisant, notamment en instaurant des selfs. Et sur le volet sensibilisation, information, donc on a travaillé sur la valorisation des biodéchets. On a co-construit un spectacle avec la compagnie Minibus que je vous conseille de voir et de découvrir un spectacle Opération Brocoli dans lequel on a intégré à la fois la notion d'histoire de l'alimentation au fil du temps, mais aussi le gaspillage alimentaire et évidemment les nouveaux modes de consommation. Et on a créé un livret pédagogique autour de 6 séquences d'animation qui balayent l'alimentation durable, donc de la production primaire jusqu'à la création de menus, la saisonnalité, ainsi de suite. Alors, les résultats de ce travail, je vais vous les présenter par axe. Donc, on est à l'heure actuelle, en 2021. Alors, vous avez bien compris, hein, je ne parle pas d'Egalim, parce qu'Egalim, pour nous, en fait, ce n'était pas la cible, puisque lorsqu'on a démarré, Egalim n'était même pas en gestation.
Egalim est arrivé en 2019 avec les ateliers généraux en 2018. Mais bon, on s'aperçoit maintenant que le fait d'avoir été anticipatif et le fait d'avoir été systémique nous a amené, vous allez le voir par la suite, à répondre à Egalim bien avant la fin la deadline. Donc en 2021, nous sommes à 50% de produits durables, 30% de produits bio, et je vous ai mis un peu un schéma de ce que nous avons en proximité. Donc les salades et les crudités sont toutes bio et locales, les céréales sont 100% bio, 25% de viande sont bio à l'heure actuelle. Alors ça, c'est les actions de 2021 et c'est surtout dû, on en parlera peut-être tout à l'heure, à la volonté politique, puisque là, jusqu'en 2020, on avait travaillé quasiment à budget constant en innovant sur les actions, en travaillant sur le gaspillage alimentaire, en changeant nos modes en changement nos pratiques. Mais l'intégration de la viande bio, là, c'est un effort budgétaire. Alors, certes, on peut le réduire en travaillant sur l'ensemble du système, mais ça reste quand même un effort budgétaire. Et là, la nouvelle municipalité qui est arrivée en 2020 a souhaité vraiment mettre un budget assez conséquent sur l'intégration du bio et notamment de la viande. Et nous avons aussi structuré une filière complète de pain bio. Donc là, c'est une grande réussite. Et ça a été, on va dire, le point de départ de ma cantine autrement. Ça s'est passé en 2015. Donc nous avons travaillé avec la société Boussole, Pain et Partage, que certains d'entre vous connaissent, puisque Pain et Partage, enfin Boussole, le réseau Boussole est historique de Marseille. Donc, ils sont venus nous rencontrer en 2014 lorsqu'on démarrait l'état des lieux avec l'idée de s'installer donc sur la métropole de Montpellier. Moi, de mon côté, je cherchais une filière bio à intégrer rapidement dans la restauration scolaire pour entraîner tout le monde, les politiques, les parents, les enfants, dans la boucle de ce système alimentaire. Il me fallait un point de départ fort, un marqueur, et ce marqueur, je l'ai trouvé donc avec Boussole, qu'on a accompagné. On a travaillé sur le modèle économique, on a travaillé sur la qualité nutritionnelle du pain proposé. On a lancé l'appel d'offres. Par chance, je dis bien par chance, parce qu'un appel d'offres, c'est jamais gagné. Pain et Partage a eu le marché. Et ce qui nous a permis, en intégrant, grâce au partenariat avec les FR-CIVAM et la Chambre d'agriculture, en proposant à des agriculteurs bio de s'installer proche de Montpellier, à 50 km environ, à des céréaliers bio, donc de produire les céréales nécessaires. On a maintenant un pain qui est 100% hérolté, 80% montpelliérain, puisque les céréales arrivent au moulin de Soré dans la ville, la farine est transformée spécialement pour nous, distribuée à Pain et Partage, qui fabrique le pain pour nos enfants. Et maintenant, Pain et Partage alimente aussi le CHU, le Crous et différentes collectivités. Donc c'est une belle réussite. Sur le deuxième axe, les résultats sont aussi intéressants puisqu'on a baissé la surproduction de 15, on est passé à 5%. Ces 5%-là seront difficilement… on arrivera difficilement à être meilleur que 5%, puisque lorsqu'on fait 15 500 repas par jour avec 85 points de livraison, on a forcément un surplus obligatoire parce que les réservations ne sont pas fiables totalement, elles sont fiables à 94-95%, et on ne refusera jamais à un enfant un repas. Donc, on continuera à faire de la surproduction, et vous verrez que ce n'est pas grave, puisque cette surproduction revient et est donnée tous les jours aux associations. On a déployé totalement la GPAO. On a pu intégrer 2000 repas par jour supplémentaires depuis 2014 à budget constant. Donc ça, c'est tout le travail aussi que je vous présenterai après sur le gaspillage alimentaire. Et on a stabilisé un coût d'achat à 1,75. Donc vous avez bien vu, hein, on est à 1,75 coût de denrées alimentaires. Et je vous remets juste pour le plaisir le niveau de qualité de l'approvisionnement. Donc c'est faisable. Sur l'axe 3, les résultats sont, on a 100% des biodéchets qui sont collectés, triés, collectés par les enfants et valorisés au sein de l'usine Abétiste qui est dans la ville, qui transforme ces biodéchets en biogaz et en compost. On a travaillé depuis 2016 avec les principaux fabricants de barquettes à une barquette biocompostable. Et c'est grâce à ce travail-là, anticipatif, d'essais, de tests, qu'on a pu, en 2019,
intégrer, dès 2019, intégrer les barquettes biocompostables dans notre système de conditionnement et de distribution des repas. Et ces barquettes biocompostables suivent le même circuit de valorisation que les biodéchets. On a 300 agents qui sont formés. Alors là, c'est un point noir, c'est une déception, mais on ne peut pas aller plus vite. La formation que nous proposons est une formation de 3 jours. Côté direction d'éducation, les agents ont d'autres formations obligatoires à avoir durant toute l'année. Donc, on ne peut pas aller plus vite que une centaine d'agents par an, entre 80 et 100. Donc, c'est un peu difficile pour arriver à former tout le monde. Donc, ça nous laisse une grosse marge de manœuvre à ce niveau-là, parce qu'on sait que maintenant, le cœur de l'amélioration, il se situe sur ce temps du repas. On a 11 restaurants en self-service, on en aura 4 de plus l'année prochaine. Donc, on arrivera à peu près à 25% du parc. Et on a 87 kits de découpe qui sont en circulation. Donc, on a créé des kits de découpe pour les personnels de manière à ce que ceux-ci accompagnent mieux les enfants. Quand on avait fait l'état des lieux du gaspillage alimentaire, on s'était rendu compte que 43% des fruits étaient jetés. Ça nous a sidérés parce qu'on faisait un effort considérable pour travailler avec les agriculteurs locaux, pour avoir des fruits de saison à maturité. Nous, on les mangeait tous les jours, donc on les trouvait bons. On ne comprenait pas pourquoi il y avait un tel gaspillage. Et on s'est vite rendu compte avec l'état des lieux que les ATSEM, les AERS n'avaient pas le temps forcément de découper 18 fruits pour 18 enfants dans le temps imparti et sans que les enfants n'aient plus envie de consommer les fruits. Donc, on a acheté des coupes pommes, des coupes tomates, des coupes œufs, des ciseaux pour couper la viande, enfin, tout un kit de découpe qui permet maintenant aux enfants de consommer la totalité de leurs fruits. Puisque le fruit tombe en picking dans l'assiette et ils n'ont plus qu'à se servir tranquillement. Et sur le dernier axe, donc la sensibilisation, on a complètement revu notre approche en termes d'information aux parents. Donc, on a un menu et un dos de menu. Le menu informe de la traçabilité totale de nos aliments, qu'ils peuvent retrouver aussi sur le site internet. D'où vient l'aliment, est-ce qu'il est fait maison, est-ce qu'il n'est pas fait maison, est-ce que c'est français, est-ce que c'est AOP, voilà. Et sur le dos de menu, on informe de toute l'actualité de la politique alimentaire de la ville. On propose aussi un menu du soir de la semaine en adéquation avec un des menus du midi. Et on propose une recette aussi aux familles. Et ça nous a permis de nous reconnecter avec les parents et d'informer sur la réalité des actions de la politique alimentaire de la ville. On a 500 enfants qui ont été diplômés du diplôme de l'éco-écolier à la suite du suivi des réunions et des actions et des animations du livret pédagogique. On a 7000 enfants qui ont vu le spectacle à ce jour Brocoli, donc c'est quasiment 50% des enfants scolarisés et on continue à augmenter cet effectif-là. Et on donne environ entre 20 000 et 30 000 repas suivant les années à la Société Saint-Vincent-de-Paul, au Restaurant du Cœur. À faire un petit zoom sur le gaspillage alimentaire. Donc, on a fait un état des lieux du gaspillage alimentaire aussi. Et ce qu'on a fait valider, fait arbitrer et acter depuis 2016, c'est le recrutement chaque année d'un stagiaire, alors d'un niveau Master 2 ou ingénieur agro, qui pendant 6 mois est à l'intérieur des restaurants scolaires et il conduit 3 missions. La première mission, c'est la pesée, composante par composante, du reste à l'assiette. La deuxième mission, c'est une étude sociologique du comportement des enfants sur le temps du repas. Et la troisième mission, c'est... excusez-moi, ce n'était pas prévu. Et la troisième mission, c'est on va dire l'environnement du travail professionnel des agents, leurs difficultés, leurs besoins éventuels. Donc, si vous comprenez bien, ça nous a permis depuis 2016 d'avoir, hormis 2020, année Covid, ça nous a permis d'avoir 6 rapports complets, à la fois sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur l'environnement du temps du repas. Ce qui nous permet, désolé,
Je ne sais pas comment faire pour l'arrêter. Voilà, je pense que ça va s'arrêter tout seul. Donc, on était à 157 grammes par enfant par repas en 2016, ce qui était assez énorme, hein. 32% du plateau repas était jeté. L'ensemble des plans d'action qu'on a mis en œuvre au fil du temps, puisque ces plans d'action ont changé. Le plan d'action de 2016 n'est plus du tout le même que celui que nous allons mettre en œuvre en 2022, puisque grâce au rapport annuel des stagiaires que nous prenons, nous avons les éléments pour modifier, ajouter, supprimer des actions. Et donc, ça nous a permis d'arriver en 2021 à 115 grammes par enfant, ce qui n'est pas satisfaisant non plus, hein. Alors, ce n'est pas que le reste à l'assiette, hein, parce que si on prend que le reste à l'assiette, globalement, on est autour des 60, 50, 60, 70 grammes. Non, dans les 115 grammes, il y a aussi les repas qui ont été livrés, mais pas distribués dans le restaurant scolaire. Donc là, je vous propose une représentation de ma cantine autrement pour que tout le monde comprenne bien l'approche systémique. Donc, on a bien les 4 axes, les actions, on comprend que chaque action impacte à la fois, bien sûr, les autres axes, mais aussi certaines actions. Ma cantine autrement a été évaluée. On a eu la chance d'avoir donc des enseignants-chercheurs du CIRAD qui, au travers du projet Urbal, ont sélectionné ma cantine autrement. Donc, Urbal, c'est un projet qui vise à évaluer les systèmes alimentaires durables dans le monde. Donc, il y avait Toronto, il y avait Shanghai, il y avait Milan, et Urbal a choisi aussi ma cantine autrement. Et ça a été un grand intérêt pour nous, puisqu'on a bien mesuré, grâce à cette évaluation, les points négatifs, les points positifs, l'ensemble des chemins d'impact. Et on s'est rendu compte que des fois, même une action que nous pensons être extraordinaire, elle n'est pas forcément positive et qu'il faut à un moment donné peut-être la modifier ou tenir compte d'autres aspects d'une autre action. Donc, le projet Ma cantine autrement dans le cadre réglementaire, donc on répond totalement à la loi Egalim, à l'ensemble des objectifs Egalim. On répond totalement aussi aux axes prioritaires du pacte de Milan. On répond à 13 ODD de l'agenda 2030. 13 parce que les 4 autres n'ont pas l'alimentation en lien. Donc ça, c'était Ma cantine autrement, que je viens de vous présenter. Est-ce que, je me permets juste, est-ce que vous préférez qu'il y avait deux petites questions sur la première partie? Est-ce qu'on les prend maintenant et puis après vous enchaînez sur la présentation d'après? Ah ben on peut répondre, oui, s'il y a des questions sur la première présentation, oui, parce qu'après, ça va être très rapide après. Du coup, peut-être déjà, donc il y avait une question sur qu'est-ce que la table ouverte, c'est ça? Alors, le système de table ouverte, c'est un système où il n'y a pas de réservation, où les familles amènent leurs enfants ou ne les amènent pas le matin, enfin décident le matin de mettre leurs enfants à l'école ou pas. Donc, sur une vie de la taille de Montpellier, ça représente tout de suite 1000 à 1500 enfants par jour si on avait maintenu ce système-là. Et après, donc il y avait une question plutôt sur la question des barquettes de conditionnement par rapport à l'étanchéité et si vous pouvez donc les valoriser en biodéchets. Oui, on est sur une barquette. Alors, on est sur une barquette qui est donc végétale, fibre de bois essentiellement, et à l'intérieur de cette barquette, il y a un liner qui est lui aussi végétal de protection, qui est en amidon de maïs. Subsiste pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisqu'on vient de terminer les essais, donc c'est une grande première. Donc on vient de terminer les essais pour un film qui lui aussi va être biodégradable. Donc en 2022, on aura une barquette plus le film de scellage biodégradable. Là, à l'heure actuelle, on a la barquette qui est biocompostable, mais le film de scellage encore reste en PET, lui. Et on va changer ce film en 2022. Donc, on est content parce qu'on vient de faire les essais. Donc là, pour le coup, on va avoir une barquette entièrement biodégradable. Ensuite, on avait une question, et c'est souvent qui revient. Est-ce que vous avez un retour des principaux intéressés, c'est-à-dire les enfants?
Bien sûr, on travaille toute l'année et depuis le début du projet avec le conseil municipal des enfants, première chose. C'est-à-dire que chaque année, on choisit une action, une de nos actions majeures de l'année, on la conduit avec eux. Quand on a voulu intégrer les repas alternatifs sans protéines animales, par exemple, depuis 2015, on a, dans le plan alimentaire flexitarien, on a 2 repas par mois qui sont totalement sans protéines animales. Vous imaginez bien que pour avoir intégré un tel menu, il a fallu d'ailleurs d'abord qu'on travaille avec les enfants et puis qu'on sensibilise aussi les parents. Donc, on a en 2015, cette action-là, on a pour la première fois travaillé avec le conseil municipal des enfants, on les a intégrés au projet, on leur a demandé de valider le projet, ils y ont adhéré tout de suite. Ça nous a permis de toucher les parents et ça nous a permis de poser notre plan alimentaire durable. Et lorsque la loi Egalim est arrivée avec un repas végétarien par semaine, à Montpellier, on y était déjà depuis 3 ans. Donc ça n'a surpris personne, tout le monde était habitué. Donc oui, les enfants sont très importants, très très importants. Et on a un retour qualité hebdomadaire aussi, au travers à la fois de notre logiciel de gestion de production, où sur le terrain, les responsables d'animation, les responsables d'AERS peuvent renseigner la popularité des plats au jour le jour, avec un retour immédiat chez nous dans l'ordinateur, mais ils ont aussi un document à leur disposition qui nous retourne toutes les semaines sur la qualité des repas. Et ce qui nous permet de changer nos recettes. Et quelques questions là, assez techniques, et après on continuera et on prendra la suite des questions après. Par rapport au diagnostic, donc combien de temps avez-vous réalisé le diagnostic initial et voilà, au total combien de temps? Et quelle année pour le point de départ des diagnostics initiaux et sur quelle période? Voilà, donc des questions par rapport au diagnostic. C'est une très bonne question. 2014, le premier diagnostic sur la restauration scolaire. Donc, celui-là, il a été réalisé de avril à septembre 2014. Ensuite, le deuxième a été réalisé entre 2015 et 2016, donc 6 mois pour la restauration collective de la métropole. Et le premier état des lieux du gaspillage alimentaire, c'est 6 mois aussi. C'est très important, la durée, la question est très pertinente. On ne peut pas faire un état des lieux du gaspillage alimentaire en une semaine. On ne peut pas le faire en un mois. Un état des lieux du gaspillage alimentaire, ça se fait sur une durée très longue, en pesant composante par composante et non pas en pesant des déchets globaux dans une poubelle. Ce n'est pas possible. La lutte contre le gaspillage alimentaire a de multiples facteurs. Ça part de l'approvisionnement, qu'est-ce que j'achète comme denrée, de ma recette, la qualité de ma production, la qualité de la distribution, de la présentation, de l'accompagnement à l'enfant, la réponse à ses besoins, la réponse à son environnement, à sa saison. Donc, voilà, on ne peut pas le faire sur une semaine. Donc, c'est obligatoirement au moins 6 mois et ceux qui peuvent, 1 an, c'est l'idéal parce que comme ça balaye l'ensemble des cycles de menu. Mais le composante par composante est primordial parce que souvent, on se rend compte qu'on peut agir très rapidement sur un composant, comme on l'a fait pour les fruits, par exemple. Et du coup, j'ai oublié de préciser aussi qu'on avait acheté des tables de tri. Donc, on a 6 tables de tri avec pesée intégrée qui nous aident bien sûr à faire cet état des lieux chaque année. C'est-à-dire que la stagiaire, elle a 2 bras, 2 jambes et une tête. Donc, elle est dans un restaurant scolaire dans la journée. Donc, on a acheté des tables de tri pour que l'ensemble des restaurants pilotes de l'année puissent peser aussi en parallèle. Et du coup, est-ce que vous êtes depuis le début en régie dans les cantines ou pas? Montpellier a toujours été en régie directe, tout à fait. Là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on peut avoir de la restauration collective de qualité en restauration concédée. Ce n'est qu'une question de… C'est même pas une question de cahier des charges, c'est une question de compétences pour contrôler et pour accompagner la prestation privée. Le cahier des charges, tout le monde sait les rédiger. Tout le monde, maintenant, il y a une culture en France qui est assez intéressante où tout le monde met les bons articles, les bons référencements, les bons critères. Ça, c'est OK sur l'écriture. Par contre, c'est après que ça se gâte. C'est-à-dire qui suit, qui contrôle, qui va voir, qui est capable de dire au prestataire, là, vous me prenez pour un imbécile,
c'est pas vrai, vous pouvez faire autrement. Donc, elle est là la vraie question hein, du conseiller. Puisque la restauration collective privée, son modèle économique, c'est justement la marge. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein, ils ne sont pas là pour non plus planter les choux. Mais on peut avoir de la très bonne restauration collective concédée. Hein, il n'y a pas de problème. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place à la métropole de Montpellier, puisqu'une de mes missions, c'est aussi d'accompagner les 31 communes. Et les 31 communes, il y en a 70% qui sont en concédé. Mais il n'empêche on a reçu l'ensemble des prestataires privés en 2015 et je leur ai expliqué à chacun la politique alimentaire de la ville, ce qu'ils allaient trouver dans les nouvelles délégations de services publics, dans la nouvelle façon de rédiger les marchés, pour ne pas les surprendre. Et là, bizarrement, ils répondent tous au cahier des charges correctement. Et on les a intégrés dans notre groupe de structuration des filières. C'est-à-dire que 60% de leurs denrées sont de proximité maintenant. On a réussi quand même quelque chose d'assez intéressant. Et autour de la table, on a la Chambre d'agriculture, les FR-CIVAM, OCBio, Le Mine, et en face, Sodexo, Compass, Happy Restauration et la métropole de Montpellier. Et tout le monde s'entend bien depuis 2 ans. Et il y a un travail formidable. Comme quoi, on peut quand même se parler et travailler ensemble. Alors, je vous propose de continuer pour qu'on puisse avoir la fin de la présentation et après revenir sur les questions. Il y en a encore quelques-unes. Ah, oui, j'ai essayé d'aller vite. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement des choses qui n'ont pas été dites, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, tout le monde a bien compris que c'était une approche systémique et que la suite devait être, on va dire, à minima sur la même idée. Mais vous allez voir, hein, vous l'avez en vision. La cité de l'alimentation qui est proposée maintenant par la nouvelle municipalité, c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment ma cantine autrement au carré. C'est-à-dire qu'en plus de toute l'idée de mise en œuvre d'un système alimentaire durable, on a intégré la solidarité alimentaire dans le projet. Et c'est la plus-value qui fait que maintenant, on a quasiment atteint la quadrature du cercle sur ce sujet. Puisque dans la future cité de l'alimentation, donc qui ouvrira en 2026, fin 2026, on va trouver donc certes la nouvelle unité centrale de production, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, j'en ai un peu parlé, mais lorsque j'ai fait l'état des lieux, j'ai découvert une unité qui avait 40 ans et qui était à bout de souffle et qu'on a réussi à maintenir en état avec l'apport de nouveaux matériels de production, puisqu'on a voulu maintenir une production culinaire traditionnelle. Lorsqu'on fait une recette de gardiane ou de recette végétale ou de poisson, on part de la matière première brute et on la cuisine nous-mêmes. Donc ça a nécessité 2,5 millions d'euros d'investissement pour maintenir cette unité, mais il fallait prendre des décisions. Et donc là, la nouvelle municipalité a pris la bonne décision. Donc on va créer une nouvelle unité centrale de production, une base logistique de transformation primaire. Donc ça, c'est une innovation parce que dans certaines nouvelles cuisines centrales, on intègre des légumeries. Quelquefois, on intègre des pâtisseries. Nous, ce qu'on va proposer, c'est une base logistique complète de transformation, c'est-à-dire donc un atelier de transformation fruits et légumes, une pâtisserie, une mûrisserie et un atelier d'affinage fromage. Alors pourquoi atelier d'affinage fromage? C'est parce que l'année dernière, on a cofabriqué avec une entreprise de Savoie un découpe-meule et on a réduit de 40% tous nos fromages préemballés. Donc, on achète maintenant des meules entières bio et c'est un pur bonheur de voir arriver ces produits-là dans une cuisine. Des meules entières bio qu'on découpe avec notre découpe-meule. Et voilà, donc l'apport de ce matériel-là nécessite maintenant d'avoir une petite zone. Si on veut avoir les meilleurs prix sur des meules de fromage bio, pouvoir les faire entrer et les stocker. Et autour de ces 2 objets qui vont être structurants, il va y avoir donc un bus pédagogique itinérant. Alors celui-là, il est prévu pendant 2 ans, on commence déjà à travailler dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir un bus qui va sillonner les écoles de la ville. Dans le bus, il y aura un cuisinier et ce cuisinier va prendre une classe et va leur apprendre des techniques culinaires, une recette ou un menu et consommer le repas avec eux. Et donc l'idée, c'est de le faire circuler
soit dans toutes les écoles de la ville, soit de cibler, on n'a pas choisi encore, les quartiers prioritaires. Déjà, développer un réseau de jardins pédagogiques dans les écoles, développer un réseau, et ça c'est très important, de tiers-lieux. Donc, le premier tiers-lieu, donc, normalement, ouvrira pareil en fin 2025. Donc, épicerie solidaire, espace de cours de cuisine, espace de dons alimentaires, cantine populaire. On n'a pas défini encore tout ce qu'on allait mettre dans un tiers-lieu, mais l'idée, c'est de travailler à la fois avec le réseau associatif existant et à la fois avec le réseau associatif existant et quelquefois de le faire porter directement par la ville. Démultiplier les selfs, évidemment, et d'intensifier les visites de l'unité centrale de production et de les ouvrir aux classes et aux parents. Et je rajouterai que ce projet de cité d'alimentation, il est couplé à une… Là aussi, je pense que c'est une innovation en France parce que je n'ai pas… je ne l'ai jamais vu ailleurs. La municipalité a souhaité créer, et notamment Marie Massard, l'élu à la politique alimentaire et à l'agriculture urbaine, a souhaité construire un comité de suivi de la restauration scolaire. Et là, elle l'a ouvert aux parents, elle l'a ouvert aux chercheurs, aux enseignants, aux parents délégués, aux enseignants, à d'autres responsables restauration, responsables de cuisine centrale, au lycée Georges Frêche, au lycée hôtelier. Et donc, tout ce comité de suivi a en permanence les évolutions du projet de mandat sur la politique alimentaire de Marie Massard, mais aussi des actions conduites par la direction de la politique alimentaire. Et on partage les uns les autres, on va dire, les bonnes pratiques. Et on essaye de s'enrichir du brainstorming général. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que c'est 54. J'ai certainement oublié plein de choses, mais bon, c'est très… balayer 5 ans, 6 ans, c'est très… voilà. J'essaye de faire au mieux. L'idée, c'est de partager et de donner envie et de faire comprendre que c'est possible. Alors, pour finir, je dirais qu'évidemment, je n'ai pas fait ça tout seul, que ma cantine autrement, le projet s'est organisé autour de groupes de travail, que chaque axe, chaque levier a son propre groupe de travail et qu'à l'extérieur de ces quatre axes, il y a un groupe de structuration des filières qui, lui, est plus élargi à la métropole. Voilà. En tout cas, c'est passionnant et il y a beaucoup de retours voilà, sur le chat voilà, qui dit que c'est effectivement très passionnant. Alors, je crois qu'il y a des parents de Montpellier aussi, j'avais vu aux inscriptions. Donc, je ne sais pas, ça serait bien qu'ils réagissent. Mais n'hésitez pas effectivement à vous exprimer voilà, sur le chat. En tout cas, voilà, tout le monde dit vraiment super projet, belle présentation. Des questions quand même, donc effectivement, parce que je pense que ça doit inspirer certains. Du coup, pourrez-vous nous dire quels avantages il y a au self-service? Le self-service, pour moi, c'est un moyen de retrouver l'approche hôtelière. Je m'explique. On a du mal à former les professionnels. Ils sont souvent tendus sur le temps du repas, notamment quand c'est un service à table où les enfants s'installent à 7, 8 autour d'une table. Ils ne mangent pas à la même allure, ils ne mangent pas dans le même sens, ils connaissent le menu à l'avance, donc peut-être que des fois, ils se restreignent parce qu'ils sont en attente du plat suivant, ils parlent beaucoup, ça bouge beaucoup, et surtout, des fois, ils ne sont pas avec leurs copains, ils ne sont pas dans l'environnement qu'ils ont choisi. De l'autre côté, on a des agents qui sont obligés de servir, desservir au rythme des enfants ou de poser un plat, c'est rarement à l'assiette, sans avoir le temps d'expliquer ou d'accompagner. Dans un self-service, c'est tout l'inverse. L'enfant est autonome totalement du début à la fin, même s'il n'a pas le choix, hein, puisque vous savez que c'est à partir du collège qu'on commence à donner du choix, mais en primaire, c'est un menu à choix dirigé. L'enfant passe, se sert tout seul, mais de l'autre côté, on a l'agent qui, lorsqu'il construit l'assiette de l'enfant, il peut la construire en fonction de l'enfant. C'est-à-dire, il le voit passer tous les jours, l'enfant. Donc, petite faim, grande faim, c'est même pas la peine de mettre les assiettes. Les agents connaissent les enfants. Ils leur parlent. L'enfant parle à l'agent. Ils peuvent expliquer les menus, peuvent expliquer les recettes, peuvent prendre du temps dans la décoration de l'assiette. L'enfant part avec son plateau, mange avec ses copains, mange avec qui il veut, dans le temps qu'il veut et dans le sens qu'il veut. S'il a envie de commencer par son fromage, il commencera par son fromage. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc, que des avantages au self, et y compris dans le débarrassage, dans le tri de la vaisselle et dans le tri des biodéchets, jusqu'au bout. Et nous, on va encore plus loin, puisque dans les restaurants scolaires, l'espace de tri des biodéchets, ce sont des sacs transparents. Donc, ça veut dire que l'enfant, il constate tous les jours les déchets. Ça aussi, petit à petit, il se dit, oulala, aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage. Et lorsqu'on les revoit en assemblée générale en CME, ils sont capables de nous le renvoyer. C'est vous dire si le travail de sensibilisation est important. Cette année, il y a eu des échanges formidables en assemblée générale du Conseil municipal des enfants. C'était la première génération qui a eu l'ensemble du projet Ma cantine autrement. Mais il parlait plus steak frites, hein. Il parlait plus ketchup, hein. Il parlait menu alternatif, il parlait repas végétarien, il parlait 4 composantes, il parlait gaspillage alimentaire, il parlait recette brocoli, ah ouais, celle-là elle est bonne, on les mange. Enfin voilà quoi, on a changé d'époque. Et toujours un peu sur le même sujet du self-service, à partir de quel âge pour les enfants vous s'est mis en place? Alors, nous, on le met en place à partir du CP à la ville de Montpellier. Par contre, j'ai accompagné la ville de Grabel, qui est une des communes de Montpellier, où là, pour le coup, ils ont un mixte pour les maternelles. On peut le faire dès la maternelle, mais par contre, il faut que ça reste en mixte. C'est-à-dire que les enfants donc, ont des tout petits plateaux qui correspondent aux maternelles, hein. Donc, ils rentrent, ils prennent leur petit plateau, ils vont au stand réfrigéré, ils prennent leur entrée. La table est mise, tout le reste de la table est mis, hein, c'est-à-dire les couteaux, fourchettes, le verre, tout est mis. Ils se posent, ils mangent. Le plat chaud, l'accompagnement est servi par les ATSEM, et ensuite, l'enfant se relève et va chercher son dessert et son laitage. Donc ça, c'est possible aussi. Et il n'y a pas forcément beaucoup de casse non plus. Ils sont habitués, hein, je pense. Bon, la plupart des gens qui écoutent là sont parents aussi. Donc vous allez aussi de plus en plus avec vos enfants dans des espaces self-service et vous constatez que c'est possible, hein. Alors, ensuite, on a des questions par rapport justement aux enfants. Et alors, je remonte parce que c'était un peu plus haut sur la question des diplômes. Est-ce que vous voulez que j'enlève, je laisse la diapo ou je la laisse? Oui. N'importe, comme Ok. vous Non, c'est voulez. comme vous voulez. Et ensuite, alors, je l'ai perdu, du coup, c'était sur les échos. Voilà. Quels sont les critères des écoliers pour avoir leur diplôme? Alors, Est-ce que c'est quand ils ont participé à plusieurs séquences d'animation avec un livre pédagogique, c'est ça? oui, alors il faut pour avoir leur diplôme d'éco-écolier, il faut qu'ils aient réalisé les 6 séquences d'animation du livret pédagogique. Oui, tout à fait. En fait, on a un programme de sensibilisation chaque année qui propose plusieurs actions. Il y a deux animations faites par nos diététiciennes. Une animation sur les 5 sens et une animation sur la création d'un menu. Une école crée son menu et on retrouve le menu dans le cycle de menu et on l'annonce à tout le monde. Voilà. Ensuite, il y a le livret pédagogique. Ensuite, il y a l'état des lieux du gaspillage alimentaire avec la table de tri et la stagiaire qui est à l'intérieur de 6 restaurants scolaires pilotes et qui propose elle aussi des animations. Et le spectacle brocoli. Ça, c'est le programme de sensibilisation annuel. Ok. Ensuite, on avait des questions sur le coût quand vous avez parlé donc des 1,75. Est-ce que le coût des agents est inclus dans les Non, 1,75 c'est le coût denrée, hein. Le coût Voilà. denrée. Le coût du repas, il est de 4,40 livraison dans le restaurant scolaire. Et Mais j'ai insisté sur le coût denrée parce que on voit souvent, on entend tout et n'importe quoi, notamment des fois par des personnes qui pensent bien faire, mais qui sont souvent pas sur le terrain ou en opérationnel. 1,75, moi je pensais jamais arriver à 1,75 avec cette qualité-là. Je suis content. Alors il y a plein de paramètres qui ont fait que j'y suis arrivé, mais ça ne va pas durer, hein. Si plus je vais là, à partir de maintenant, là on est arrivé, on a mangé notre pain blanc, j'ai envie de dire. À partir de maintenant, c'est le budget qui va faire la différence, souvent. Mais il va falloir qu'avec ce budget-là, on continue nos bonnes actions. Parce que si on les arrête, on va replonger. Mais 1,75, ça veut dire que c'est possible, quoi. Donc autour des 1,80, 1,85,
on peut avoir 20 à 30% de produits bio, 50% de produits durables. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, la question, effectivement, par rapport à le constat sur l'évolution donc, du temps de travail et du coût de la masse salariale, est-ce que ça a changé quelque chose, le changement? Alors, sur le temps de travail, il y a un poste qui a nécessité un renfort, c'est l'acheteur alimentaire, puisqu'on est passé de 24 lots à 103 lots. Et il a fallu aussi que je forme l'acheteur alimentaire, parce que l'acheteur alimentaire, quand je suis arrivé, c'était quelqu'un qui alignait des lignes et des coûts à côté. Il a fallu que je lui explique que l'achat alimentaire, ce n'était pas ça. Donc, il fallait déjà connaître le produit, connaître les denrées, savoir à quoi elles servaient, comment on allait après les produire en cuisine, quels outils on allait utiliser et quelle qualité nutritionnelle était essentielle pour l'enfant. Et sans parler des aliments ultra transformés, parce que ça peut faire l'objet d'un webinaire complet, puisqu'on a fait un état des lieux complet de l'ultra transformation chez nous. Et donc, 103 lots, ça nécessite 2 personnes. Donc là, il y a eu une augmentation de RH sur ce poste-là. Et plus globalement, du Parce coup, que sur juste l'ensemble. pour expliquer un peu ce qui se passe, chez nous, le marché alimentaire, chaque année, c'est 3 mois de travail. Enfin, c'est 3 mois, c'est étalé sur 3 mois. C'est-à-dire que on teste tout. C'est-à-dire que lorsque les échantillons arrivent, on teste, on pèse avant cuisson, on cuit dans le même four, avec la même technique, on pèse après cuisson, on goûte, on note. Nos diètes et nos qualiticiennes balayent l'ensemble des fiches techniques. Donc, ça demande quand même pas mal de temps. Et du coup, plus globalement, effectivement, par rapport à combien de personnes finalement pour mener à bien le projet global, ma cantine autrement, du coup, combien, voilà, Alors, effectivement. c'est pas un nombre de personnes. Ça, c'est une des clés de la réussite de ma cantine autrement. En fait. C'est que, étant donné que c'est une approche systémique, ça impacte tout le monde. Mais ça impacte tout le monde dans ses missions. On n'a rien inventé. Hein. J'ai rien inventé là. Là, j'ai simplement essayé d'améliorer la mission de chacun. Quelle est la mission fondamentale d'un acheteur alimentaire? Que son achat soit performant, économiquement, qualitativement. Quelle est la mission d'un cuisinier? C'est produire des repas de qualité. Donc, si je lui propose de travailler sur des produits bruts, de revoir ses recettes et qu'elles soient aimées des enfants, il est content. La mission d'une diététicienne, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'équilibre nutritionnel soit maîtrisé. Mais elle peut se creuser la tête aussi. Elle peut sortir du GMRCN et créer son propre cycle de menu, nos propres grammages, nos propres conditionnements. Et ainsi de suite. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas eu de forte augmentation de ressources humaines, mais juste ça a été fédéré, premièrement, optimiser la fiche de poste de chacun en qualité et accompagner. Et c'est surtout un dynamisme d'entraînement qui est important. C'est-à-dire que faire adhérer les gens à l'alimentation, on les a fait adhérer à l'alimentation durable. Même mes plongeurs à la cuisine centrale, ils comprennent l'alimentation durable. Mais là, j'ai gagné, là. Alors, il y a eu une interpellation quand vous avez dit qu'il y avait différentes propositions de repas, donc notamment donc, 4, il me semble, c'est ça, flexitarien, végétarien, Il y a 4 inscriptions possibles. en Ouais. viande. Du coup, Bah, savoir flexitarien, c'est standard, mais moi, je préfère l'appeler flexitarien parce que c'est la réalité. et savoir effectivement finalement comment vous arrivez à gérer ces 4 offres différentes, je suppose inscription à l'avance. Oui, euh, oui, c'est le système de réservation qui nous permet ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les parents s'inscrivent et s'inscrivent en régime en même temps, pour leurs enfants en régime. Et combien de temps avant, du coup, voilà, les gens Alors, vont s'inscrire? ils ont deux possibilités. Soit ils s'inscrivent à l'année, soit ils s'inscrivent 2 semaines avant chaque nouvelle séquence. 2 semaines avant, enfin 1 semaine avant les vacances et 1 semaine en cours de vacances. Voilà. Il y a 2 semaines à cheval entre la fin d'un cycle et les vacances pour le cycle prochain. Et on leur a laissé, donc là c'est la nouvelle municipalité qui a voulu instaurer cet avantage-là pour les familles. On leur laisse maintenant la possibilité de modifier, d'ajouter ou de supprimer une réservation à moins de 10 jours.
Ensuite, on avait une question sur quel produit avez-vous constaté grâce au rapport annuel d'évaluation et des évolutions positives de non-gaspillage pour notamment les fromages. Le fromage bio à la découpe détrône-t-il le fromage classique industriel sous emballage? C'est une très bonne question. Je reviendrai vous donner les réponses l'année prochaine. Parce qu'on a démarré cette année, mais le lot, parce que vous savez qu'on marche à l'appel d'offres, donc le lot meule bio, on vient on va le notifier là, donc on va démarrer en 2022. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas photo entre les fromages à tartiner qui ne sont pas du tout appréciés par les enfants, malgré tout ce qu'on pense. Nous, on a longtemps pensé que les fromages à tartiner étaient appréciés parce qu'ils se mangeaient bien, parce qu'ils se tartinaient. Et quand on a fait l'étude du gaspillage alimentaire, les fromages à tartiner sont absolument pas aimés des enfants, ils sont gaspillés la plupart du temps. Et donc là, pour le coup, oui, quand on propose les 3-4 essais qu'on a fait de fromage en meule bio tranché, bon, il n'y a pas photo. Les enfants, d'ailleurs, sont des fois surpris par le goût. Il y en a qui n'ont jamais goûté du fromage, enfin un vrai fromage. Et là où on a vu vraiment l'efficacité du plan d'action annuel, c'est sur les fruits, le pain et les légumes. Ça nous a permis d'améliorer, par exemple, les brocolis, ils étaient quasiment jetés à 60-70%. On a retravaillé nos recettes, on leur propose un gratin de brocoli, maintenant il y a zéro gaspillage dessus. C'est assez hallucinant, quoi. Et ils en ont même parlé en conseil municipal. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, hein. C'est de voir que on peut, mais ça il faut le faire. Si je ne fais pas l'état des lieux chaque année, je ne peux pas avoir cette finesse-là de changement de recettes, de changement de menu. Il faut vraiment être sur le terrain en permanence pour améliorer les choses. On avait deux questions similaires par rapport justement aux contenants, sur les contenants alimentaires, la question de passer au bac inox réutilisable. Pourquoi? Alors, en 2016, quand on a travaillé sur la généralisation du tri des biodéchets, on s'est tout de suite posé la question du plastique. Moi, le plastique, il me saoule depuis des années. En plus, je suis plongeur, je fais de la vidéo photo amateur, j'en vois sous l'eau depuis 20 ans. Voilà, c'est vraiment un problème, le plastique. Sauf que ce n'est pas un problème simple à traiter. Ça dépend beaucoup de, à la fois, la structure de l'établissement, ça dépend beaucoup de l'environnement immédiat, quelles sont les sources de valorisation et autres. On est obligé de prendre en compte la totalité on va dire, de l'environnement pour pouvoir choisir, on va dire. Qu'est-ce qui se passe sur Montpellier? On a l'usine Améthyste. Améthyste, qui est une usine de méthanisation et de valorisation donc des biodéchets. Donc on s'est dit, est-ce qu'on travaille sur une barquette biocompostable qui, pour le coup, ne sera plus un déchet, sera valorisé, puisque pour l'instant, on n'a pas les moyens de passer au bac inox, et je vais expliquer pourquoi après. Mais on a quand même fait l'étude. Qu'est-ce que c'est le bac inox? À la production, qui est essentiellement chinoise, je rappelle à tous, hein, bac inox, ils viennent quasiment que d'un endroit. Donc, ça veut dire aucune transparence sur à la fois la qualité de l'inox, ni sur sa composition réelle. Parce que là, il faut être proche de Dieu pour connaître la composition d'un produit qui vient de Chine. Et utilisation massive d'eau. Ensuite, le poids. Le poids d'utilisation de l'inox va générer 3 fois plus de camions dans la ville. À l'heure actuelle, j'ai 13 camions de livraison. Si demain, je passe au bac inox, je passe à 30 camions dans la ville. Ensuite, c'est la charge de travail pour les personnels sur le terrain. Une barquette qui fait 500 grammes, ce n'est pas un bac inox qui fait 4 ou 5 kilos. C'est plus difficile. Ensuite, l'inox, lorsqu'il est choqué, on ne peut pas le reprendre. Donc, ça nous amène un ancrage bactérien. Le scellage de l'inox, le jointorique a une durée de vie. Lorsqu'on ne la maîtrise plus, on a un risque sanitaire. Donc, pour tous ces, on va dire, à la fois impacts environnementaux non maîtrisés, tous ces risques on va dire, à la fois conflits sociaux, mais des risques physiques pour les agents,
et de, on va dire, de non-maîtrise du risque sanitaire, on a basculé pour la barquette biocompostable. Mais la question peut se poser. D'ailleurs, elle se posera toujours. Quand j'ai démarré, moi, alors je vais juste raconter une petite anecdote, hein. Moi, j'ai démarré l'école hôtelière dans les années 78-80. On cuisinait encore avec du cuivre étamine. Vous savez, c'est les belles casseroles qu'on voit dans les restaurants, vous savez, quand ils vous servent souvent au poêlon ou à l'assiette. Tout ça, ça a été viré parce que c'était cancérigène. On nous a mis de l'aluminium. L'aluminium a été éliminé parce que c'était cancérigène. Demain, quid de l'inox? Donc, il faut laisser, je veux dire, faire faut être mesuré dans tous ces constats-là. Et je comprends, hein, je comprends l'inquiétude des parents. Quand on réchauffe en barquette plastique, ça, je le comprends. C'est pour ça qu'on a tout de suite voulu répondre. Parce que même s'il n'y a rien qui est prouvé à l'heure actuelle, cette inquiétude-là on doit mettre quelque chose en face de cette inquiétude-là. Après, voilà, on a choisi la barquette biocompostable parce que pour nous, c'était un circuit vertueux assez simple à mettre en œuvre. Après, il n'est pas parfait, hein, comme tous les systèmes. J'espère que j'ai répondu politiquement correct. Non, c'est un vrai débat, hein. Nous, on a une mission effectivement, hein, sur la question du zéro déchet plastique. Oui, j'ai échangé avec votre collègue. Voilà, avec c'est des sujets effectivement qui reviennent souvent. On a eu justement la semaine dernière, dans le cadre de l'accompagnement collectif que j'ai cité au départ avec les 26 collectivités, on a eu ces échanges-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Les solutions ne sont pas toujours aussi simples. Il faut aussi qu'elles s'adaptent au territoire. Donc, effectivement, on avait échangé. Pour vous, au départ, c'était effectivement, il y avait aussi l'usine, hein, qui était à côté de méthanisation. Donc, il y avait une logique, voilà. Mais c'est des questions que ce qui est intéressant, c'est de toujours effectivement se reposer les questions et un peu comme vous faites de toute façon dans vos projets, c'est peut-être que là, à un instant T, c'est cette solution-là, mais ça, voilà, peut-être qu'après, ça changera parce qu'il y aura aussi peut-être d'autres choses qui viennent, etc. Donc, c'est des sujets qu'en effet, voilà, mais on aborde également, voilà, mais après, sur le déchet. Après, c'est clair que moi, je réponds pour la ville de Montpellier avec sa taille et son volume. Après, si je suis une petite commune de la métropole de Montpellier, là, on les a fait passer au bac gastro. Mais parce que là, c'est un autre environnement. Il y a un self qui est prêt, donc le bac gastro va directement dans le self. C'est petit, c'est 200 repas par jour. Voilà, tout est une question d'environnement. C'est pour ça que j'ai bien précisé que toutes les solutions sont envisageables, mais il faut qu'elles collent avec son environnement. Il n'y a pas une solution universelle. Et ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est qu'on semble vouloir imposer une vision universelle, alors que, encore une fois, c'est du partage d'expérience, c'est de la transversalité entre nous qui va faire qu'on va tous trouver la solution qui va nous amener vers une solution durable. Mais il n'y en a pas qu'une. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment nous le but, hein. C'est pour ça qu'on fait ces accompagnements et c'est pour ça qu'on crée ces groupes d'échange aussi, parce qu'effectivement, c'est le partage et qui permet effectivement de trouver des solutions pour le long terme. Alors, d'autres questions qui étaient donc en lien sur la question notamment Alors, Aurélie, moi, il ne me reste plus que. Je suis désolé, mais j'ai un comité de direction dans 5 minutes. Donc, 5 minutes. Après, c'est pareil, donc je les liste juste pour comme ça, et après on les fera passer je ferai passer par mail et comme ça on les intégrera après pour répondre aux personnes qui n'ont pas pu avoir leur réponse. Il y a notamment une question en lien, donc on élargit, mais c'est aussi intéressant de savoir ce que ça a permis ce projet d'engager des écoles dans des systèmes de labellisation tels écoles engagées dans une démarche de développement durable. Est-ce que ça a permis de nourrir ce type de dispositif ou pas? On est tout le temps sollicité depuis le début pour rentrer dans un label. L'ancienne municipalité n'a pas voulu le faire. Je ne connais pas le souhait de la nouvelle municipalité. Alors, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être labellisé, mais bon, enfin, je ne vais pas aller contre les labels en cours, il y en a en circulation, mais le plus important, c'est d'agir sur le terrain. Le label, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'agir et de prouver qu'on a bien agi, c'est-à-dire évaluer. Donc, pour l'instant, on n'est pas rentré, mais il serait très facile pour nous de rentrer dans un label. Je pense que les élus le feront.
parce que c'est bien aussi pour eux d'être reconnus mais pour l'instant, on est plus sur la création d'un label montpelliérain presque que sur intégrer un label classique. Donc, et il y aura deux autres questions sur lesquelles voilà, on prendra les réponses, on fera parvenir après. Il y avait sur la question de l'approvisionnement. Du coup, voilà, si effectivement vous n'avez pas de difficultés. Et l'autre question notamment, c'était, et c'est vrai, ça revient des fois, parfois on peut proposer des formats type pique-nique et de savoir effectivement sur cette offre de repas, hein, voilà, les réflexions que vous avez sur ces sujets-là. Donc, ça, Ouais, je c'est un les vrai, alors récupère. les pique-niques, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet. Et, ouais. On y a tous été confrontés. C'est Oui, clair qu'on a trouvé quelques solutions, mais c'est un vrai sujet. Et par contre, pour l'approvisionnement, ce que je n'ai pas dit, c'est que le fait d'avoir fait 103 lots, c'est qu'on a balayé l'ensemble de la chaîne de distribution et de commercialisation. C'est-à-dire que dans nos 103 lots, on a des agriculteurs en direct, on a des transformateurs, on a des groupements, des SICA, on a des distributeurs classiques. Voilà, on a mis personne de côté, mais on a intégré tout le monde. Ce qui nous permet de ne pas avoir de problème d'approvisionnement, pour répondre à la question. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci de votre Merci. témoignage. Voilà, je vous laisse vous éclipser rapidement du coup. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci. Merci. Le replay du coup sera disponible ainsi que la présentation sera mise en ligne. Et puis on mettra voilà les coordonnées de la personne. Nous en tout cas merci d'avoir participé à ce webinaire, l'avant-dernier de notre cycle. Juste je vous remets le prochain webinaire qu'on aura ça sera donc le 14 décembre sur la question de lancer sa démarche locale de développement durable. Donc le mardi 14 décembre, toujours de 13h à 14h. Donc, ça sera le dernier cycle de webinaire pour cette année, en attendant du coup le nouveau pour 2022. En tout cas, merci d'avoir participé. Voilà, c'est toujours très riche ces échanges et merci encore à vous. Merci, bonne journée.